Je vous présente aujourd'hui notre 508e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Revenons s'il vous plaît sur la décision de Donald Trump quant à son rejet de l'accord sur le nucléaire iranien. Sa décision ne serait-elle pas tout simplement guidée par une sorte d'anti-Obama viscéral? Oui, ça c'est difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de M. Trump. En l'occurrence, il semble qu'il prenne sur un certain nombre de sujets le contre-pied du président Obama précédent. Donc il n'y a rien de très étonnant là-dedans. J'avoue que je suis inquiet de son initiative en ce qui touche le Moyen-Orient parce que c'est un véritable chaudron de sorcière et que l'équilibre y est relativement fragile et que par conséquent, il peut y avoir un grand danger à quelques provocations que ce soit, même si elles sont inspirées par la politique intérieure américaine. Mais alors d'un autre côté, au grand étonnement de tous, il a accepté de tendre la main, quasi théâtralement d'ailleurs, avec des jeux de mots humoristiques, à Pyongyang. A-t-il une stratégie quelconque ou est-ce que ça fait partie de sa personnalité un peu imprévisible? Ben, je dois dire que j'ai moi-même été tout à fait étonné de Oui. voir le rapprochement entre la Corée du Nord et la position des États-Unis, mais je m'en suis félicité. Parce que là aussi, il y avait un très grand risque, parce que la Corée du Nord a des fusées, des porteuses. Et là aussi, je pense, l'arme nucléaire, et qu'elle constitue un danger très grave, non seulement pour la Corée du Sud, pour le Japon, mais on peut dire pour l'ensemble de la région. Encore que on sache que la Corée du Nord est quand même un petit peu guidée par la Chine qui l'entoure. Mais on sait qu'il ne peut pas y avoir là-bas de conflit nucléaire qui n'impliquerait pas la Chine et par conséquent pourrait déboucher sur une guerre mondiale nucléaire qui pourrait être la fin de, des humains sur la Terre. On ne sait pas. Il y a tant maintenant de nations armées et de tant de milliers de bombes atomiques dont on connaît les effets. Malheureusement, on les a vus à Nagasaki et à Hiroshima. Et donc, il y a de grandes inquiétudes à se faire, mais il semble que dans tout cela, il y a quand même beaucoup du querelle de mots et probablement de préparation diplomatique. Moi, je me félicite pour ma part de voir les Corées se rapprocher. Oui. Parce que là, il y avait un véritable risque d'affrontement. Une situation polémique qui dure depuis 40 ans. Alors on a ce problème de ce côté-ci, voilà, qui était toujours une bouilloire, une sorte de bouilloire. Et de l'autre côté, au Moyen-Orient, le Moyen-Orient est lui-même enflammé de nouveau cette semaine par, alors, dans un premier temps, des frappes aériennes iraniennes sur le plateau du Golan, qui est revendiqué, comme vous le savez depuis toujours, et à juste titre, tout dépend de quel côté on se trouve, par la Syrie, auxquelles répondaient des frappes israéliennes sur le sol syrien. La décision américaine est-elle liée, selon vous, directement à cette escalade? Oui, c'est probable, mais il y a quelque chose qui m'étonne toujours dans cette région, c'est que les frappes qui sont à destination d'Israël n'ont jamais aucun effet. Ni dégâts, ni morts, ni blessés. De là à penser qu'il s'agit d'agents, peut-être, en tous les cas de prétextes, qui sont donnés pour pouvoir procéder à des ripostes qui, elles, sont véritablement meurtrières. C'est-à-dire que je ne crois pas beaucoup aux tirs de fusées qui tombent dans les champs systématiquement. Pour revenir à la France, en France, donc à Strasbourg, fin décembre, une jeune femme de 23 ans mourait à l'hôpital suite à la négligence, entre guillemets, d'une opératrice du SAMU. Que pensez-vous de cette affaire qui enfle de jour en jour? Et dans un second temps, traduit-elle, selon vous, une sorte d'anesthésie empathique des personnels hospitaliers liée à leur surmenage en quelque sorte? Oui, d'accord. Enfin, en l'occurrence, on fait, là, je crois, une montagne d'un incident téléphonique
qui peut s'expliquer par beaucoup d'autres raisons que la malveillance, ce qui est à écarter, je crois, ou que la négligence. Il est vrai que j'ai entendu moi-même la bande, que la réponse qui est faite à cette jeune femme, dont on sait plus que plus tard qu'elle est en état très grave de pré-mort, mais en l'occurrence, la personne qui reçoit des dizaines, des centaines d'appels téléphoniques, dont certains sont farfelus, et qui doit en faire le tri, a répondu assez sèchement, il faut dire, à cette jeune femme dont il eût fallu deviner qu'elle était à l'article de la mort, ce qui n'était pas évident dans son message lui-même. Donc je crois qu'on devrait avoir un peu de pudeur dans cette affaire et ne pas gonfler un incident qui, pour malheureux qu'il ait été, parce que là aussi, il y a en revanche un certain nombre de faiblesses, comme celle qui consiste à faire l'autopsie de cette jeune femme 7 jours après sa mort. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'à la vérité, si elle était dans un état catastrophique de santé, ça n'est pas le coup de téléphone, ni même le fait de ne pas avoir envoyé immédiatement le SAMU qui a provoqué sa mort. Alors revenons au Front National, si vous le voulez bien. Le changement de nom du FN sera acté par le résultat des votes des adhérents du parti d'ici à la fin du mois de mai, d'ici à la fin de ce mois. Non mais si j'ai bien compris, les jeux sont faits. On pose la question aux adhérents du Front National, mais on sait déjà à l'avance quelle sera la réponse. D'ailleurs, c'est préjugé par une décision qui a été prise, je crois, par le FNJ. Le FNJ a lui-même décidé à l'avance de changer de nom, comme s'il savait, comme s'il connaissait, avant même que la question ne soit posée, le résultat que Marine Le Pen souhaitait. Tout ça me paraît pas très sérieux. Je dois dire, je suis tout à fait hostile, évidemment, au changement de nom, qui est une véritable trahison de la bataille menée depuis 40 ans pour mettre en place un parti national en France d'opposition. Mais l'avenir nous dira qui a eu raison une fois de plus, hélas. Oui, alors cette initiative de la présidente, comment dirais-je, vous la désapprouvez, mais surtout, n'a-t-elle pas d'autres chats à fouetter? Oui, me semble-t-il, mais je crois qu'il y a là un passage obligé, me semble-t-il, car je ne peux pas expliquer autrement ce changement de nom par un substitut qui est d'une platitude rare, il faut bien le dire, déjà employé par moi-même en d'autres circonstances et par Tixier et par d'autres. Viol répété au grand jour, en boucle, sur un tournage de koh, à l'hôpital américain, donc par un infirmier sur une patiente. C'est un sujet de conversation favori cette année dans les coulisses du Festival de Cannes. Selon vous, l'affaire Weinstein a-t-elle définitivement levé le voile sur ce fléau ancestral auparavant tabou? Écoutez, moi je crois que c'est une affaire de mode. Oui. Il est à la mode de parler du viol des femmes, et par conséquent, de toutes circonstances, Dieu sait, dans un continent qui a quand même encore quelques centaines de millions d'habitants, il peut y avoir ce genre de drame qui se produit. Hélas, il est aussi vieux que le monde et doit être sévèrement réprimé par les tribunaux et condamné par la société elle-même. Et donc qui montre quelquefois une certaine complaisance à l'égard de ces spectacles pornographiques, que ce soit dans le cinéma ou au théâtre ou d'autres activités. Alors, je sais que vous êtes un amateur de football, d'ailleurs de toutes sortes de sports. Avez-vous suivi, Président, le match Les Herbiers PSG? Non, parce que j'étais ce soir-là à dîner chez les Vendéens, d'ailleurs. Mais néanmoins, quand même, j'ai suivi Vous êtes tenu au le courant? résultat qui ne m'a pas étonné, car il n'y a que dans la Bible que David bat Goliath. Dans la vie, Goliath remporte la victoire. Et là, il y avait le Goliath du PSG qui a eu, je pense, la discrétion, l'élégance de ne battre
l'équipe vendéenne que par 2-0, ce qui me paraît un coup de chapeau qu'il faut donner au coup de chapeau du PSG. Ah, vous pensez qu'ils ont été délicats? Oui, oui, je pense, oui. Bon. Ça me console un peu d'une perte que nous venons de faire dans la personne de Guy Macari, qui a été fédéral du Vaucluse, qui a été une personnalité de ce département. Il a été président du groupe de conseillers régionaux du Front National en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il était avocat, c'était un pied noir, ancien para lui-même et marin. Nous avions donc des points communs que j'ai rappelés dans une interview que j'ai donnée, je crois que c'était au Dauphiné Libéré ou je ne sais quel journal. Et j'ai un petit coup de chapeau pour Guy Macari qui s'en va, mais quand on a mon âge, on sait que c'est hélas chose banale que de voir partir ses amis les uns après les autres. Bien. Alors Dieu vous en préserve pour l'instant. On a encore besoin de vous. Hein. Oui, ben, je m'efforce. Alors, avez-vous quelques lectures, cher Président, ah, oui, absolument. cette semaine? Absolument. Et j'en ai une qui m'a rappelé des souvenirs parce que c'est un album qui vient de sortir, qui est une réédition d'un livre déjà paru dans les années 50, je crois. C'était un de Normandie Niemen. Et c'est l'histoire, mais alors là, tout à fait élégamment et présentée, avec beaucoup de photos, beaucoup de textes, de la vie de Roger Sauvage, qui fut mon deuxième de liste aux élections législatives de 1955, qui se sont déroulées le 2 janvier 1956. Roger Sauvage était mon deuxième de liste. Il est mort prématurément, il est mort à l'âge de 60 ans. Et ce livre révélerait sans doute aux Français qu'il ignore le rôle qu'a joué cette escadre aérienne envoyée probablement au meilleur moment des relations entre De Gaulle et Staline en Russie, faire la guerre à partir de 1943. Et un groupe qui venait d'ailleurs d'Afrique du Nord, qui a payé un lourd tribut à la patrie, puisqu'ils ont perdu 42 pilotes, je crois, mais ont des victoires très nombreuses, dont celle homologuée de mon ami Roger Sauvage. Je crois qu'il a eu 16 ou 18 victoires, ce qui le met en deuxième, troisième rang des as de la guerre, oui. Après Pierre Klostermann, bien sûr. Et je dois dire que je connais un certain nombre de pilotes, enfin d'anciens pilotes survivants de cette unité. Roland de la Poipe, par exemple André Moinet, que j'ai connu en d'autres temps. Et Roger était un homme absolument très sympathique qui avait commencé. Il avait été scout de France. Bon, c'est là, je crois qu'à cet âge-là qu'il a contracté le virus aéronautique qui a fait de lui un pilote de chasse très remarquable et survivant de la guerre, Dieu merci, et auquel est consacré ce livre qui sort dans les éditions Heimdall. Bien. Alors, ensuite, alors, deux livres qui traitent du même sujet pratiquement. C'est-à-dire, dans les banlieues, il y a des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles qui suivent les cours des classes. C'est obligatoire en principe jusqu'à l'âge de 16 ans. Bon. Et ce sont des expériences qui sont assez parallèles d'une part, Jean-François Chemin, qui écrit un livre qui s'appelle Tarek, une chance pour la France. Tarek est un personnage assez attachant, une forte tête, très anti-français, comme le sont la plupart des jeunes qui sont formatés par l'éducation nationale de cette origine, dans cette banlieue, et qui reste un personnage attachant et dont M. Chemin pense en tout cas qu'il pourrait rentrer
dans la communauté nationale, pour peu qu'on agisse à son égard et à l'égard des jeunes d'une toute autre manière que celle qui est pratiquée par l'éducation nationale française. Et puis, c'est un peu la même expérience qui est rapportée ici par Bernard Ravel, qui s'appelle Principal de collège ou Imam de la République. C'est aux éditions Quérault. C'est un livre que je n'ai pas tout à fait fini de lire, mais dont je connais quand même l'essentiel de la pensée. Elle rejoint elle rejoint celle de M. Chemin, c'est-à-dire le fait que la plupart des jeunes d'origine immigrée qui sont dans les écoles françaises n'y apprennent pas l'amour de la France, ni le respect de la patrie, ou dans tous les cas du pays où ils résident. Et cela, c'est une des réformes qu'il faudrait accomplir. Je crois d'ailleurs que le gouvernement va un peu dans ce sens-là, mais pas suffisamment sans doute. Je crois que l'histoire de France, dans sa continuité, les valeurs qui ne sont pas seulement celles de la République, dont on parle toujours, mais celles de la nation, celles de la patrie, doivent être sans cesse rappelées à ces jeunes qui sollicitent et obtiennent de nous le formidable cadeau d'une éducation et d'une instruction dans leur jeunesse. Eh ben, je vous remercie infiniment, cher président. Eh bien, écoutez, à la prochaine fois. Nous nous retrouverons la prochaine fois sous le soleil. Espérons, oui, parce qu'aujourd'hui, il pleut, mais on dit mariage pluvieux, mariage heureux. Merci.